quand tu lis un livre de quelqu'un qui est mort, en fait, tu l'appelles et tu as une discussion avec lui, ouverte, tu vois. Et donc, beau, ça. ouais. On est mortel, on est extrêmement vulnérable et fragile, on le sait, mais on peut essayer de faire des choses pour se souvenir. Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Avant de parler de ce que ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la domina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Notre invité du jour est comme un frère spirituel. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années sur les bancs d'une école de commerce. Puis nous nous sommes suivis l'un et l'autre. Nous habitons tous les deux aujourd'hui à Tel Aviv. Lors de nos discussions, nous parlons autant de business que du sens de la vie, de l'amour, mais également de philosophie, de religion. C'est rare d'avoir une personne avec laquelle nous partageons autant d'informations sur des sujets aussi variés. Il a aujourd'hui créé une start-up qui s'appelle Nilos dans la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, nous allons parler de transmission, de mémoire, et c'est un plaisir de l'avoir aujourd'hui. Il s'appelle Eitan Mesika. Moi, ce que j'adore, peut-être on commencera par là, c'est très rare les personnes avec qui tu parles, et en fait, tu peux parler de plein de sujets différents. Et on en parle souvent à chaque fois, je veux dire, une personne avec laquelle tu peux parler autant religion, amour, nos relations, nos rencontres, etc., et business, mais aussi questions existentielles sur où on habite, etc. Je crois qu'il y a toujours une chance commune. Personne qui arrive à prendre différents sujets et arriver à les connecter ensemble. En fait, tu peux quasiment parler de tout. J'ai découvert ça à Dauphine quand j'ai commencé à étudier les maths. Je me dis, mais à quoi ça sert ces maths-là? En fait, tu te rends compte que les maths, c'est une pierre angulaire pour tellement d'autres domaines dans la vie, quasiment tout. Pour la prise de décision, même pour les relations. Tu sais, j'analyse tout de manière mathématique, on en a déjà parlé 1000 fois. Mais toi et moi, tu vois, on s'est rapprochés sur pas mal de sujets, mais notamment un qui est l'écriture. Ouais. Et on a beau tous les deux avoir, on va dire, un background relativement commercial, business, scientifique pour toi, enfin mathématiques, etc. On est pourtant, on aime tous les jours, on a besoin que ça soit pour le publier ou juste pour nous, d'écrire. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre mathématiques rationnelles et, entre guillemets, créativité et voilà, te lâcher un peu en free flow quoi, quand tu écris? Je pense que les maths, c'est devenu une partie intégrante de mon processus créatif, sans que je me rende compte. Parce que c'est une partie de moi, en fait, une partie de mon identité, de réfléchir de cette manière. Donc, quand j'écris, il y a un truc assez exceptionnel sur l'écriture. Je crois que c'est Charles Bukowski qui disait que l'écriture, c'est penser en continu, littéralement. Et en fait, quand j'écris, souvent, je sais pas ce que je vais écrire à la fin. Et on en a déjà parlé de ça, mais peut-être cette inspiration, elle vient en continuant d'écrire. Et en fait, si tu vois l'écriture comme une extension de toi, parce que c'est littéralement ce que tu fais, tu projettes ton potentiel, tu le projettes à l'écrit, bah, une part de moi, c'est les maths. Donc en fait, je le lis, j'allais le dire mathématiquement, mais mécaniquement ensemble, sans trop m'en rendre compte. C'est un peu comme toi, je pense que maintenant, quand tu analyses les choses, tu as une manière de façonner les choses qui est intrinsèquement liée à la manière dont tu penses et à toi, à ton identité. Et quand tu écris, du coup, ça va se refléter. C'est pour ça que je pense que tu es capable aujourd'hui de lire, si quelqu'un a une vraie identité, tu es capable de lire ce qu'il écrit et reconnaître la personne derrière. Ce qui est le propre même d'un véhicule, tu vois, de quelque chose, d'une possession, parce que je suis capable d'identifier quelque chose en fonction de quelque chose d'externe. Est-ce que quand tu écris, ça te fait du bien? Écrire, ça fait toujours du bien, ça te permet de clarifier les idées, ça te permet aussi de découvrir ce que tu penses. Ce que je te disais, quand je te disais penser en continu, c'est parfois tu sais pas ce que tu penses, t'es là, t'es dans un brouillard. Et l'écriture, ça a ce super pouvoir de faciliter l'analyse de ce que tu penses. Ton très bon pote et qui est devenu ton associé, donc Raphaël Fetaya, on a beaucoup parlé de ta création d'entreprise avec lui, donc Nilos. Et tu me disais que quelque chose que tu avais beaucoup appris de lui et que tu admirais et que tu fais aussi aujourd'hui, c'est que dès que tu as quelque chose à faire,
tu l'actionnes. Ouais, j'essaye. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, justement, ce côté très... on n'est pas que dans les idées, que dans l'écriture, que dans sa tête, mais on est aussi, parce que tu es entrepreneur, tu as une boîte dans les cryptos, on en reparlera, tu es aussi dans l'action quand il faut y aller, faut y aller. Est-ce que tu nous parles peut-être cette dynamique dans ta tête ou dans ta vie entre le monde des idées, la théorie, l'écriture et l'action, l'entrepreneuriat? Ouais. Tu l'aimes ce sujet? Ouais, j'adore ce sujet parce que c'est un sujet qui me parle parce que cette année, j'ai commencé à étudier un livre qui s'appelle Le Messie Latisharim, qui s'appelle La Voix des Justes, avec mon rêve qui s'appelle Akivatat. Et les 2 premiers chapitres, ça s'appelle Zeirut, qui est mindfulness, ou le fait de prendre du recul, donc d'être dans les idées il appelle ça une vue en hélicoptère tout le temps. Et le 2e chapitre, ça s'appelle Zrizut, c'est l'action. Et une personne qui a un équilibre entre prendre du recul, analyser, et l'action, où tu es censé, au moment où tu as compris ce que tu devais faire, le faire rapidement, c'est une personne mature, entre guillemets. La première étape, c'est l'étape, en fait, c'est la base. La base, c'est le fait de pouvoir prendre du recul, parce que ça sert à rien d'agir dans la précipitation. L'un, c'est la précipitation, l'autre, c'est l'inaction. Et donc, l'équilibre entre les deux, ça fait une personne qui agit dans un timing qui est le bon et qui, je pense, agit de la bonne manière. Et moi, j'étais beaucoup dans la prise de recul et la vue en hélicoptère. Ouais, la vue en hélicoptère, être capable d'analyser les situations à la 3e personne, toujours dire, c'est une de mes questions préférées, je pense. Qu'est-ce que tu conseillerais à ton meilleur ami de faire dans cette situation? Et ça déstabilise toujours les gens parce que, ouais, mais c'est pas mon meilleur ami, c'est moi. Et je dis oui, justement, prends de la hauteur là-dessus. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a la procrastination, il y a la charge mentale derrière que ça procure, ouais. Et il y a aussi l'idée de gratification immédiate ou gratification différée. Je veux dire, on est tous aujourd'hui dopamine, cheap dopamine avec nos réseaux, gratification immédiate. En fait, tu te perds et donc voilà. Toi qui aimes Naval. Ouais. Tu voulais qu'on arrive sur ce sujet ou pas? Avec grand plaisir. Naval, il a un tweet où il dit « All comes down to the marshmallow test ». C'est quoi le marshmallow test? Le marshmallow test, c'est une étude qui a été faite il y a pas longtemps, il y a 50 d'années, quoi. Où tu mets 2 enfants dans une salle et tu mets un marshmallow devant chaque enfant et tu leur dis « Écoutez, si vous ne mangez pas ce marshmallow, dans la prochaine heure, je vous donne un deuxième ». Et il y a une étude qui a été faite où ils ont répliqué ça avec plusieurs enfants et ils ont étudié la capacité de réussite de l'enfant selon évidemment des critères qui avaient été définis par les chercheurs à l'époque, donc succès dans le travail, de relations, etc. Et les enfants qui avaient été capables d'avoir du plaisir différé, c'est ceux qui avaient été le plus capables de réussir selon ces critères-là, parce que tu es capable de ne pas réagir selon tes pulsions, mais de penser à long terme, qu'est-ce qui est le mieux pour toi à ce moment-là. Et donc, si tu regardes bien ce que tu veux vraiment, c'est pas ce que tu désires au moment T. Parce qu'on fait tous des choses qu'on ne désire pas vraiment au moment T, parce qu'après, d'ailleurs, tu les regrettes juste après. Donc, si tu arrives à prioriser dans ta tête ce que tu veux vraiment, c'est souvent le plus bénéfique à long terme. Ce qui est le plus bénéfique à long terme. Et donc, c'est pour ça qu'il appelle ça le test du marshmallow, qui est devenu une référence, je pense. On parle beaucoup d'action. Et évidemment, le thème global de ce podcast, c'est la transmission. Je sais que tu as une relation très forte avec ton père. Qu'est-ce que ton père, justement, t'a transmis, qui aujourd'hui, toi, tu vois en action, justement, dans ta vie au quotidien? Mon père, il m'a transmis une chose qui est devenue, je pense, la pierre angulaire de ma vie. C'est la capacité d'écouter. Mon père, c'est une des personnes, c'est quasiment la seule personne aujourd'hui que je connais où je peux parler pendant 1h30, il ne va pas y avoir un bruit. Pas un seul. Et la bonne écoute, c'est quand tu absorbes. Et que à la fin, tu as l'impression juste de t'être vidé, on en a déjà parlé, mais. Et lui, le fait qu'il soit médecin et qu'il soit, en fait, il soit obligé d'écouter. S'il écoute mal, il y a beaucoup de skin de game dans le fait d'être médecin, parce que tu t'écoutes mal, tu te trompes. À ça près, tu peux tuer quelqu'un. Et à ça près, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Et je pense que la deuxième chose qui m'a appris, c'est justement cette responsabilisation. Le fait tu vis quand tu te sens responsable. Quand tu as un lien fort d'obligation. C'est des enjeux.
quand on parle de skin in the game, on parle d'enjeux importants. Plus tu crées des enjeux forts, plus tu as une obligation de résultat. Je lisais la première page du livre de Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett, où il dit, est-ce que vous savez pourquoi l'école de pilote en ligne, c'est celle qui a le meilleur taux de réussite au monde. Et il dit parce que quand un pilote de ligne il foire, c'est 250 personnes qui meurent. Donc tu peux pas te permettre de foirer. Quand tu peux pas te permettre de foirer, t'es obligatoirement, donc t'es très responsable de la situation. Tu dois obligatoirement mettre en place les meilleures stratégies possibles pour y arriver. Est-ce que justement quand tu écris, il y a un rapport d'ancrer quelque chose, et donc en fait que ta mémoire ou ce que tu vis ou ce que tu penses au moment T où tu l'écris, ça reste et tu puisses en fait comme un géant disque dur, parce que c'est sur ordi donc clairement ça en est un, se rappeler de ce que tu pensais, de ce que tu étais, de comment tu voyais la vie à cette époque. Parce qu'on parle beaucoup de mémoire et de transmission, mais l'écriture elle est liée quoi. C'est une super question. Quand tu lis un livre aujourd'hui, tu accèdes en fait à la personne qui écrivait. Donc, t'as une discussion. J'ai une amie qui me dit toujours, quand tu lis un livre de quelqu'un qui est mort, en fait, tu l'appelles et t'as une discussion avec lui, ouverte, tu vois. Et donc, donc c'est une. Qui t'a dit ça? C'est la femme de Raphaël, mon ami. Je crois que ça vient de son père, mais quand tu lis un livre de quelqu'un qui est mort, en fait, t'as une discussion ouverte avec la personne. C'est comme si qu'elle était présente. Comme si tu l'avais appelé. Ouais. C'est une manière de le convoquer. Elle appelle ça la convocation. Je crois que c'est son père, Pascal, qui parle de convoquer. C'est une convocation en temps réel avec quelqu'un t'as accès à son savoir, à lui-même. Donc c'est juste exceptionnel de pouvoir le faire. Donc dans l'écriture, il y a ce côté de partage. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il faut publier tes écrits, parce que en fait, tu sais jamais à quel point quelqu'un peut s'identifier à ce que tu écris. Et comme justement, la plupart des gens qui ont un travail honnête, créatif, ils sont dans cette quête de vérité. Tu vas toujours te retrouver avec quelque chose de vrai. Tu vas toujours pouvoir t'identifier. Quand on parle de transmission, il y a à la fois la personne qui nous transmet et il y a la personne qui reçoit. Toi, c'est qui t'as parlé de ton père, t'as parlé d'un rabbin dont t'as commencé un peu à nous parler, Aki Vatat. Rav Aki Vatat. Aujourd'hui, c'est eux tes deux on pourrait dire père spirituel, mentor. Il y en a d'autres? Moi, je considère justement que tu peux avoir des mentors qui sont des mentors de transition dans ta vie. Chaque livre que tu lis, l'auteur derrière ce livre, c'est un mentor. Et j'ai énormément appris de certains auteurs. Naval, ça peut en être un. Chaque personne qui a influencé la manière dont je vis. Il y a eu Mark Manson qui écrit des livres sur les relations personnelles et qui a été d'un impact énorme. Il y a un autre auteur qui s'appelle Tim Urban, dont on a beaucoup parlé aussi. Chacun de ces auteurs-là, ça a été pour moi des mentors. Et il y a une phrase de Torah assez connue qui te dit « T'as assez les harav », c'est-à-dire fais-toi un rave. Et je l'ai un peu tordu cette phrase en me disant en fait, fais-toi un rave dans chacun des domaines dans lesquels tu as besoin d'avoir un rave. Et toi et moi, on a beaucoup parlé de ça parce que je sais que, par exemple, tu affectionnes particulièrement le fait d'avoir un coach. Quand tu réfléchis à aujourd'hui qui sont le top du top dans chacun des domaines, il n'y a jamais une personne qui t'a dit « j'y suis arrivé seul ». Ça n'existe pas. Tu prends n'importe quel... On sort des JO. Chaque athlète, tu prends Léon Marchand, il a un coach. Tu prends Nadal, il a un coach. Tu prends Federer, il a un coach. Et nous, dans notre quotidien, on a énormément de mal à se dire on a besoin de coach. C'est vrai. On prend pas de coach, on prend pas de coach. C'est devenu peut-être une tendance de prendre des coachs, mais je pense que si tu veux passer à l'étape d'après et réellement avancer, il faut te faire un rave, donc un coach dans chacun de tes domaines. Ça c'est une des règles que je me suis fixé. Donc j'essaye de le faire. Coach de sport, on en a parlé. Coach de vie et sur chacune des thématiques que tu as envie de travailler dans ta vie. C'est bien d'avoir, je pense, une personne qui est un peu plus avancée que toi, que tu admires. On a 30 ans tous les deux. Dans 10 ans, si on refait cette discussion, on a 40 ans, on est assis. Ça serait quoi le bébé que tu aurais aimé accoucher sur ces 10 prochaines années? Le plus important, c'est de construire une famille, marier, avoir des enfants. Et justement, je pense que ça fait partie du processus de transmission.
pense qu'il y a 2 idées derrière. La première, c'est que la mémoire, elle fait partie de ton identité intrinsèque. Si tu regardes bien, imagine une vie où tu n'as aucune mémoire. Juste, regarde le processus inversé de ça. Donc une vie où tu vis et tu te rappelles pas de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu crées? Rien, en fait. Tu crées rien parce que tu crées pas de relation, tu crées pas. Il y a rien qui est construit. Donc en fait, les gens, ils voient la mémoire comme une sorte de réservoir, tu vois, dans lequel tu puises. La mémoire, c'est un socle. Tu construis dessus. Tu peux rien faire sans, en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une bonne mémoire, en vérité, et d'avoir une mémoire de qualité. C'est pas quelque chose dans lequel tu vas puiser et que tu relâches après. Tout se construit dessus. Je vais te dire un truc, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais bon, ma grand-mère, elle a Alzheimer depuis 10 ans. Et donc, en fait, il n'y a plus de mémoire depuis 10 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé Native, entre autres. C'est en gros quand mon grand-père est décédé il y a 2 ans et quand ma grand-mère à côté, donc la femme de mon grand-père, avait et a toujours la maladie d'Alzheimer. Donc, il n'y a plus de mémoire. Et je crois qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'écriture pour mieux penser, pour se souvenir, pour se faire du bien. Et en fait, je crois que, je parle de moi, du projet Native, mais je parle de tous, c'est que sans mémoire, on n'est rien. Et vraiment, l'écriture, ou même le podcast vidéo, ça permet quelque part d'immortaliser une discussion. Toi et moi, ça fait des années qu'on fait ce qu'on est en train de faire sans caméra, et là, on le fait avec une caméra pour pas que ça s'évapore comme ça, mais voilà, ça sera quelque part. Et ben, le livre physique, c'est pareil avec un livre, ça peut être pareil avec un film, avec tout. Mais c'est hyper puissant. Sans mémoire, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Ouais, tu fais vivre le passé en continu quand tu immortalises. Ça, c'est ce que ça veut dire immortaliser. Il y a peu de choses que tu peux immortaliser. Parce que nous, on est mortels, et c'est le deuxième point que je voulais aborder, qui était la raison pour laquelle tu as une famille et que c'est important pour toi, même si tu t'en rends pas compte. C'est quoi la vérité derrière, la fondamentale? C'est que t'as pas envie de mourir. T'as peur de la mort. Et c'est pour ça que tu fais une famille? Toi, on s'en rend peut-être pas compte, mais une des raisons pour lesquelles on est attaché à notre famille et que c'est une partie de nous, c'est parce que ça nous permet de vivre, et ils vivent à travers nous. Et donc, s'il y a une coupure et il n'y a pas de transmission, c'est une mort. C'est une mort littérale. Tu vois, c'est pas tu transmets et ça s'arrête. Quand tes enfants, ils vivent, et tu me demandais qu'est-ce que j'ai pris de mon père, ou toi, qu'est-ce que tu as pris de tes grands-parents, quand tu véhicules les valeurs de certaines personnes, ce que tu fais, c'est que tu les actualises, tu les rends immortels, littéralement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la tradition juive, tu prends les noms des grands-parents ou les prénoms, tu veux dire. Ou les prénoms, ouais. Quand on te donne le prénom c'est quoi cette tradition? Parce que dans la tradition juive, le nom, c'est l'essence. Il s'appelle Shem, le nom, et Sham, c'est la destination. Les deux ont la même racine. Et le fait de donner le nom à un petit-fils du grand-père, c'est une manière de dire « grand-père, tu vis ». Et si tu remontes très loin, c'est parce que tu veux faire vivre le plus loin possible jusqu'à l'origine. Et c'est ça le concept je pense. Et tu lis mémoire et transmission dans ces deux parties. Mais moi, j'ai envie de te poser la question, maintenant que tu as fait une trentaine de biographies, et tu as parlé à, je pense, des gens de backgrounds tellement différents, tout le monde a des projets différents de mémoire et transmission. Pourquoi tu penses que c'est important, toi? Quand tu te lèves le matin, pourquoi tu te dis c'est important ce que je fais aujourd'hui? Parce que je suis convaincu que rien ne reste, que tout est éphémère, et que y a 2-3 choses que tu peux faire un peu en te débattant comme ça dans la vie pour espérer qu'on se souvienne un peu de toi. C'est l'art. Et donc l'art, c'est plusieurs formats. C'est le format vidéo, le format écrit, les œuvres d'art. Ce que j'avais fait à l'époque avec ma famille, c'était très très passionné, mais en même temps très très amateur. C'était une manière de les rendre immortels. Mon grand-père, quand il est décédé il y a 2 ans, c'est à ce moment-là que j'ai lancé Native, mais c'est aussi à ce moment-là que
j'ai eu une tristesse un peu particulière qui était une tristesse qui était aussi un moment de bien-être quelque part, de m'être dit, j'ai pris le temps de le rendre immortel à ma toute petite échelle, avec un livre, avec des lettres, avec des mots, avec des photos. Et on peut toujours aller plus loin, que ce soit faire une très belle vidéo de 3 heures sur sa vie, que ce soit enregistrer sa voix, parce qu'à travers la voix, il se passe beaucoup de choses, ou à travers les odeurs. Mais quand je me lève le matin, j'aide en fait tout simplement des familles à faire ce que j'ai fait avec la mienne, c'est-à-dire essayer de transmettre le plus possible. Tu vois, je suis pas très religieux, mais si je dis pas de bêtises, dans la religion juive, on n'a pas le droit à l'épitaphe. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. On n'a pas le droit de mettre un mot sur il était comme ça sur sa tombe. C'est ça. Hein. Parce que en gros, si encore une fois, tu me corriges si c'est bien ça, mais tu ne peux pas résumer la personne à juste quelques mots. Ouais, tu le réduis en fait. Tu le réduis. Et en fait, une biographie, c'est une manière, ou un film en fait, sur quelqu'un, c'est une manière, quand tu fais un biopic ou quand tu fais la biographie de quelqu'un, tu essayes de te rapprocher le plus possible de qui était cette personne, mais évidemment que tu seras jamais à 100% de cette personne. Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire, c'est on est mortel, on est extrêmement vulnérable et fragile, on le sait, mais on peut essayer de faire des choses pour se souvenir. Et je parlais avec une amie qui me parlait d'un concept que j'ai adoré et que j'ai mis un peu de temps à comprendre, qui est le concept de deuxième mort. Tu as la première mort, on meurt tous une première fois, de manière physique, biologique, mais on se rappelle de toi. Et le jour où on se rappelle plus de toi, où on t'a oublié parce que les années sont passées, là tu meurs une deuxième fois, parce que tu tombes dans l'oubli. Et en fait, tout mon sujet, c'est en fait de passer du temps avec les familles pour les accompagner, pour écrire, mais aussi ancrer dans un livre ou dans une vidéo comme on fait maintenant, un moment de vie qui peut durer 1 heure comme on fait maintenant, ou une vie dans un livre pour l'histoire des enfants, enfin l'histoire des parents pour les enfants ou les petits-enfants. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu veux les rendre immortels, parce que tu penses qu'il y a quelque chose à tirer de ces personnes-là, malgré le fait qu'elles soient plus vivantes, ou même si elles le sont encore, tu peux impacter plus de monde quand c'est fait sous le format d'un livre, ou c'est justement parce que tu veux donner une forme de paix intérieure aux personnes qui s'imaginent que ça ne va pas rester, comme tu dis, parce que rien ne reste? Mon objectif, c'est pas de... Évidemment, il y a rien de transhumaniste ou de vouloir tuer la mort. Mais symboliquement, oui, j'ai un objectif de rendre, dans la mesure du possible, immortel, ou en tout cas essayer d'immortaliser, ou d'aider à immortaliser les histoires de vie qu'on écrit. Et pas plus loin que Marc, qui est derrière la caméra et qui filme, et qui m'accompagne sur ce beau projet. On a passé 1 an à écrire l'histoire de son grand-père qui est décédé en 1977, donc il y a quasiment 50 ans. Et en fait, l'idée, c'est, je ne cherche pas à rendre qui que ce soit immortel, évidemment, mais avec ce travail d'écriture et de recherche et de compilation d'informations, pour en faire un livre, ça permet quelque part de faire revivre un peu symboliquement la vie d'une personne, même si elle est décédée il y a 50 ans, ou l'année dernière, ou qui est en vie et qui est encore au top de sa vie, mais qui veut raconter une partie de sa vie qu'elle est en train de passer. Le premier livre que j'ai écrit, il s'appelle Résilience, et c'était un monsieur qui a 40 ans, qui habite à Jérusalem, qui est origine d'une famille juive tunisienne, et qui m'a dit: Sacha, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants qui ont entre 5 et 15 ans, et j'aimerais que tu écrives la première partie de ma vie, son enfance un peu difficile, et après sa success story un peu sur les marchés financiers, parler donc un peu du côté affaires, mais aussi du côté perso. Et en fait, on peut écrire l'histoire d'une personne qui a 40 ans,
qui est au top de sa vie, entre guillemets, au paroxysme, etc. Comme l'histoire d'une personne qui est décédée il y a 50 ans. Il n'y a pas de règle, en fait. Tu écris une histoire et tu es avec l'objectif de se faire du bien, de transmettre à ses proches, et surtout, et tu l'as dit, de ne pas oublier. Parce que la vraie mort, c'est pas la mort biologique qui passe, qu'on connaît tous, qu'on va tous connaître évidemment, mais c'est la seconde mort, la deuxième mort qui est, une fois que tu es oublié, là tu es mort pour de vrai. Et tout l'objectif de Native et de ce que je fais quand je me réveille le matin, c'est justement d'essayer de me battre contre cette deuxième mort pour que les gens ne soient pas oubliés le plus longtemps possible. Tu m'as lancé sur un truc fort là. C'est important. Ah ouais, t'as bien pas fait. que toi qui poses les questions. J'adore ce projet. Vraiment. Je te l'ai dit une fois que dans les méandres de LinkedIn, et je sortais une fois d'une conférence sur les paiements où j'avais passé 3 jours. Et je disais à Sacha, c'est une boussole interne d'avoir. C'est non seulement rafraîchissant, mais c'est vrai. Pour venir sur le concept de vérité. C'est le plaisir d'avoir quelqu'un de vrai dans un monde où tu as l'impression qu'il y a encore une fois beaucoup de choses qui comptent pas tellement. Et les gens donnent à cœur sur des choses qui comptent pas tellement. Donc d'avoir des gens qui ont des projets qui comptent pour eux, ça te permet de recalibrer ta propre vie. Je l'ai déjà dit ça, mais je pense que c'est... Merci. Avec plaisir.